Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Dans la musique, vous avez fait école en débutant à l'heure où d'autres se contentent d'aller en classe. Depuis plus de 40 ans, la musique gitane vous permet de faire régulièrement des tabacs qui ne sont absolument pas nocifs pour la santé. Bien au contraire, il n'y a qu'à vous écouter et à vous regarder pour en avoir la confirmation. Bonjour Sébastien Elchâteau. Bonjour et merci. La façon de vous présenter, ça résume votre carrière. Bien sûr. Carrière qu'on va évoquer dans les clés d'une vie à l'occasion de la sortie de ce nouvel album Oui. qu'on va évoquer tout à l'heure. C'est le principe des clés d'une vie. Donc, des dates importantes dans votre vie. Oui. Une, c'est importante. Alors là, sur Internet, vous citez une date qui n'est pas la bonne. Vous citez le mois de février. C'est le 29 janvier 1987 que vous arrivez à la télévision dans cette émission. Bravo. La classe. La classe. La classe qui a marqué votre carrière. Oui. Et dans cette première émission, vous chantez Non, je n'ai pas changé à votre façon. Oui, un peu à la Iglesias, oui. Exactement. Et à l'époque que vous arrivez, personne ne croit en cette émission. Personne. Mais vraiment personne. Et il n'y a que Guy Lux qui croit. Il n'y a que Guy. Et moi, la rencontre s'est faite parce que je me suis retrouvé un soir chez mon producteur, Gérard Tempesti. Il était là, avec beaucoup de gens du métier. J'ai pris la guitare, j'ai chanté. Ça s'est passé, mais simplement. Et il me disait, tu connais des chansons de Traîné? Oui. Tu connais les chansons d'Aznavour? Oui. Tu connais les chansons de Beko? Et à chaque fois, je faisais une chanson. Et il me dit, j'ai une idée, je vais faire une émission qui s'appelle La Classe, tu vas venir chanter. 3 mois après, il m'a appelé en me disant, ça y est, demain à la Plaine Saint-Denis, j'ai démarré. Voilà, c'est comme ça. En fait, il avait fait une maquette avant les vacances qu'il présentait lui-même. Exact. Bon, c'était un peu fouillis parce que Oui. avec Guy Lux, c'était Guy Lux. toujours. J'étais même dans cette maquette, je veux dire. D'accord. Et parce que Guy Lux, il inventait des jeux, mais il était incapable de les expliquer ensuite à l'écran. Exactement. Ce qui traumatisait ses présentatrices. Oui. Et donc, 3 mois après, il vous appelle et vous êtes dans cette classe. Oui, il m'appelle 3 mois après, me disant, demain, il faut que tu sois à la Plaine Saint-Denis, voilà, tu démarres. Alors- Mais après, quand moi je suis arrivé dans la classe, on m'a regardé un peu de travers parce que c'était une émission où c'était des humoristes. Oui, Je connaissais personne, on se connaissait pas. Et les gens, ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'il vient faire lui avec une guitare chantée? bien sûr. Et c'était l'idée de Guy. Et c'est vrai, comment vous connaissez toutes ces chansons? Ben, depuis que je suis petit, j'écoute beaucoup la variété française et je suis je suis un friand de la chanson française et j'adore les chanteurs français, en fait. Moi, je suis fou de ça. Donc, vous arrivez pour 2 mois au départ. 1 mois. 1 mois. 1 mois. Parce que Sabine Mignot, à l'époque, qui était la présidente, Oui. elle dit comment on fait Guy avec Sébastien. Elle dit, écoute, on va le faire chanter pendant 1 mois, tous les soirs. Et si ça passe, il reste. Sinon, il partira. Et ça a duré 5 ans. 5 ans. Au bout d'1 mois, je recevais des lettres des admiratrices. Et en plus, on vous reconnaissait dans la rue. Ah ça a pas arrêté. Mais c'était dur, ce rythme quotidien. Ah c'était autre que dur, parce qu'en plus que je faisais la classe, on tournait 8 émissions par semaine, le jeudi et le vendredi, et il fallait que je parte faire des galas. Je faisais toute la France. Alors, il se trouve qu'en plus, vous arriviez avec un vivier d'inconnus qui sont devenus célèbres. Ah oui, presque tous. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait Muriel Robin. Muriel Robin. Bon, Muriel était déjà connue, hein, parce Ouais. qu'elle sortait de chez Bouvard. Oui. Il y avait Michel Larocque. Michel Larocque, Il y avait Lagaffe que Lagaffe. personne ne connaissait. Bigard. Oui. Et on avait aussi Baffy, qui était hors caméra, mais c'est lui qui faisait les sketchs. Exact, qui écrivait les Qui sketchs. écrivait les sketchs. On avait Mimi Mati, Bien sûr. Michel Bernier. Tous ces gens-là qui débutaient. Ça démarrait, ouais. Alors, il se trouve que c'était non seulement un travail fascinant, mais une bande de copains. Ah c'était devenu une famille. C'est-à-dire. On était tous, après, on se lâchait plus. D'accord. Olivier Lejeune, Blaise, Pompon, Bézu. On est vraiment devenus des amis. Et après, c'était comme une famille, quoi. Quand on se voyait, on était content de se voir, quoi. C'est-à-dire que vous habitiez Marseille, mais quand même, vous dormiez à Paris chez l'un ou chez l'autre. Ah moi, je vivais chez mon producteur, chez Gérard Tempesti, chez le papa de Fanny. Oui. Moi, je vivais à Paris et je descendais à Marseille 2 jours par semaine, puisque entre les spectacles et tout, j'arrivais pas à vivre à Paris, quoi. Alors, il y avait 2 clans. Il y avait le clan des intellectuels et le clan Des cancres. des cancres, dont vous faisiez partie. Oui. C'est-à-dire. Il y avait Mabille aussi. Oui. J'ai oublié. Oui. Il y avait Olivier Lejeune, Mabille. Quand même du lourd. Oui. Et derrière, eux, ils étaient devant, et nous, derrière, il y avait Bézu, Pompon, Bigard, Lagaffe, moi.
Et Bézu était infernal, il interrompait tout le monde. Il n'arrêtait pas. C'est-à-dire? Il n'arrêtait pas. Chaque fois qu'il y avait un sketch, il fallait qu'il rentre et il cassait le sketch. Et ça énervait Guy Lux. Et Bien ça sûr. énervait la personne qui était sur scène aussi. Mais il le Bon, faisait après, quand même. Il le faisait quand même. C'était en lui. Voilà. En même temps, quand on voit ce qu'il a fait avec À la queue leu leu, qui a été son grand succès, Et je crois qu'il a été numéro 1. bien sûr, et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a débuté comme acteur à Bruxelles en jouant du Shakespeare et du Marivaux, Bézu. Ah ben, il était très intelligent. Hein. Oui, André était très, très, très intelligent. Et il s'est occupé des Charlots. oui, bien Je sûr, crois que c'était... Oui, il s'est occupé des Charlots. Fernand Reynaud, bien sûr. ça a été quand même un monsieur. Voilà. Mais il avait cette folie. Ah ben, il avait cette folie. Il fallait qu'il... ce qui lui venait, voilà, il allait rentrer, il faisait ce qu'il voulait. Mais je crois que la gaffe a failli l'étrangler plusieurs fois. Plus, oui, beaucoup, beaucoup de fois. Pourquoi, hein? À chaque fois, je sais pas pourquoi, à Vincent, il lui cassait ses sketchs. Oui. Et moi, Tout je me le souviens temps. de la gaffe un jour au Club Med que j'ai croisé à Vittel. Il débutait, il ne songeait absolument pas à faire de la télévision. Il Non. n'y croyait pas. Il faisait son numéro de Gaston Lagaffe Complètement. et ça lui suffisait. Oui, ça, complètement. Mais bon, après, bon, vous voyez où il en est aujourd'hui. Hein. Exactement. Alors, vous, Sébastien El-Château, vous êtes né à Marseille, Ouais. de parents français, d'origine gitane andalou. Oui, c'est ça. C'est pas si courant que ça à Marseille. Non, mes grands-parents, quand ils sont partis d'Espagne par rapport à Franco, Oui, ils ont atterri en Algérie. C'est là où ils ont atterri. Oui. Et d'Algérie, ils sont repartis sur Marseille. bien sûr, comme beaucoup de... Comme Et beaucoup. sur le bateau, mon grand-père a connu le grand-père à Savata. C'est d'Achille Zavata. Voilà. C'est Et extraordinaire. ils se sont associés. Oui. Ils se sont associés et ils sont partis sur les routes pour faire du cirque. Et Zavata était un des plus grands clowns de France. Voilà. Dans la piste aux étoiles, il était présent chaque semaine à la télévision. Exactement. Et mon père est né dans une charrette à l'Île-Rousse, en Exact. Corse. Oui. Donc tout Oui, est représenté. Et vous êtes dans une famille où tout le monde est musicien. tous. C'est-à-dire 4 frères. Oui. Donc un guitariste, un batteur. Mon frère Sandro qui est arrangeur maintenant. Il a travaillé avec pas beaucoup d'artistes. Et moi, chanteur. Et puis, ça a démarré très vite. Je crois qu'à 5 ans déjà, Sébastien El-Château, vous faisiez de la musique. À 5 ans, j'ai fait la première partie de Dalida, Oui. au Parc Chano. Comment c'est venu, ça? Mais mon papa, c'était un fouineur. Oui. Il allait un peu partout. Et au Parc Chano, il est allé voir carrément le maire de Marseille, Gaston Defer, Oui. en lui disant, j'ai mon fils qui chante, il est marseillais, faut l'aider. Mais Gaston Defer, il croyait qu'il allait lui dire, mon fils, il a 18 ou 19 ans. Oui. Il lui dit, il a 5 ans. Oui. 5 ans. Mais oui. Mais écoute, ça te fait plaisir, on va lui faire la première partie de Dalida. Et c'est là où j'ai connu Dalida. Vous Je me imaginez... rappellerai toujours. Oui. Moi, j'imaginais Dalida, je la voyais à la télé, je la voyais avec sa grande robe, bien coiffée. Et je vois une petite femme qui vient me voir, me dit, c'est toi ma première partie, je me Oui. rappellerai toujours, elle me fait le bisou. Et là, je fais sa première partie, je fais 1 heure de show, hein, En chantant du flamenco. du flamenco. Et Dalida, d'ailleurs, plus tard, vous lui avez rendu hommage. Écoutez. Abreme tu brazo, la tierra de la vida, que contigo quiero volver. Salma Yassalama, Ça va. version Dalida, c'est le château. Comment c'est venu, ça? Mais mon frère a fait tous les arrangements. Oui. Sandro, il travaillait déjà avec Orlando. Et Orlando, il dit, j'ai une idée de faire des remixes un peu arabo-andalou, mais il me faut un chanteur espagnol et tout. Et mon frère dit, moi j'ai mon frère, si tu veux, essaye-le. Et je suis arrivé au studio, premier coup. Voilà. Et Salma Yassalama, il y a une robe très célèbre qu'elle portait. Elle l'a trouvée juste avant une première télé qu'elle faisait là-bas, dans une friperie. Et elle a acheté la robe immédiatement et c'est comme ça que cette robe est devenue mythique. Oh là là. Alors, comment, expliquez-moi, à 5 ans, vous étiez déjà chanteur et musicien? Ça, c'est un don de Dieu, je pense. Je suis très croyant. Et mon papa, il a déjà vu, à 3-4 ans, je chantais déjà. Oui. À 3-4 ans, je chantais. À 5 ans, je jouais la guitare. J'avais déjà le rythme gypsy. Mon frère faisait les accords, en fait, parce que j'avais des petits bras, j'arrivais pas. Oui. Lui, il me faisait les accords et moi, je faisais le tempo, gitan. Et à partir de là, petit à petit, j'ai commencé à faire des concours de chant à Marseille, sur les places publiques. Oui. C'était Roger Lanzac La qui- piste aux étoiles qui encore. présentait Oui. avec Simone Garnier. Oui. Et je gagnais, j'étais finaliste à 5 ans, je gagnais et je partais avec des petites cages d'oiseaux, du sirop, des petites galettes. Mais c'est fou. Et Simone Garnier, qui vit toujours à Lyon, Oui. qui a présenté Interville et qui a 93 ans et qui Ouais. continue à s'occuper de sa famille. Bien sûr. Alors, il se trouve que là aussi, débuter à 4-5 ans, c'est assez particulier avant même d'aller à l'école. Ben oui, c'est très assez particulier parce que, en fait, c'était dur pour moi, mais bon, pour moi, c'était un jeu.
Chanter, pour moi, c'était un jeu, en fait. Oui, mais en même temps, le flamenco est à l'époque encore réservé à des amateurs éclairés. Exactement. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Non, mais j'écoutais beaucoup, mon père avait beaucoup de vinyles, de Rafael Farina, des grands chanteurs d'Espagne, flamenco, et j'apprenais sur eux, en fait. J'écoutais et j'apprenais les chansons des stars du flamenco d'Espagne. En même temps, c'est une danse d'origine gitane, Oui. mais on ignore aujourd'hui l'origine du flamenco. Personne n'a pu percer ce mystère, d'où ça vient. On pense que ça vient de l'Andalousie et que ça a été... Et en même temps, le flamenco a été labellisé en 2010 patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Exactement. Mais il ne faut pas oublier que l'Espagne a été occupée par les Arabes aussi. Oui, Et il y a juste un quart de ton qui change entre eux et nous. d'accord. C'est juste un quart de ton à la guitare. Et quand les Arabes ils chantent, ça fait rappeler un peu le flamenco aussi. C'est Exactement. pour ça que moi je me dis que le flamenco vient aussi du fond des Arabes, des Exactement. chants. Bah, c'est une communauté qui s'est construite petit à petit et qui a donné le flamenco. Exact. Alors ça, c'est le point de départ de votre carrière. Une autre date importante, c'est le 15 mars 1978. À tout de suite sur Sud Radio avec Sébastien Elchâteau. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Sébastien Elchâteau. Nous parlerons tout à l'heure de votre nouvel album et qui est important. Et on a évoqué vos débuts de carrière à 5 ans. C'est pas n'importe quoi dans la musique et avec Dalida. Et le 15 mars 1978, d'après mes fiches, est sorti ce premier disque. Premier 45 tours avec sur la pochette El Château simplement. Oui, oui. Il n'y a pas Sébastien. Non, il y a El Château parce que c'était le groupe en fait. J'étais avec mes frères. Et le papa de Fanny, donc Gérard, il dit on va appeler ça le groupe El Château puisque c'est son prénom. Fanny qui est la productrice de votre nouvel album. Exactement. Alors, vous sortez chez Carrère, qui est la maison de disques à l'époque où tout le monde va. Oui. Et je crois que ça a été il y a un clip sur des chevaux avec des chevaux de Camargue. Camargue, oui. Mais ça c'est un clip qu'on a fait en 90. Oui, parce qu'à l'époque, je n'ai trouvé aucune télévision sur cette chanson. Si, Ring Parade avec Guy Lux. Ah, c'est passé quand même. C'est passé, oui. Eh on ben, a c'est fait totalement oublié. Ouais, ouais. Parce que c'est vrai, mais à la limite, c'était un pari de faire un 45 tours de ce genre. Ah ben oui, c'était à l'époque du disco. Oui. Et on a eu l'idée, avec Monsieur Tempesti, on a eu l'idée de faire du disco, mais flamenco. Et c'est là où est venue l'idée. Et derrière nous, il y a eu aussi, il faut se rappeler qu'il y avait Santa Esmeralda aussi. Oui, bien sûr, qui est un immense succès. Exactement. Donc, c'était les deux groupes qui marchaient le plus, là, à l'époque. Et à l'époque, vous chantez en espagnol, tout le monde est persuadé que vous êtes espagnol. Oui. Alors, vous démentez même pas, d'ailleurs, dans les interviews, vous confirmez presque. Ah oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, on a toujours parlé espagnol à la maison. Toujours. Et on parle toujours espagnol. Et je parle à mes enfants en espagnol. Pourquoi ? Parce que je veux que la culture, elle reste. Alors, il se trouve que tout a démarré grâce à votre père, car je crois que vous étiez en vacances en Espagne Alors ça... et que votre père a contacté toutes les maisons de disques. Mon père, comme je vous dis, il aimait bien fouiner. Oui, Et son artiste préféré s'appelait Manolo Escobar. oui. Et Manolo Escobar, c'était un Beco, un Aznavour d'Espagne. Bah, c'est lui, Pomporompero, c'est lui. Pomporompero. Et Viva España, Exactement. qui a repris ensuite Georgette Plana, Et un grand acteur. un grand acteur. Et mon père va à la maison de disques Belter, à Barcelone. On était en vacances. Hein. On se retrouve à Tarragone, en vacances. Il prend la voiture, il va à Belter. Il va voir le patron de chez Belter. Il se débrouille à rentrer dans son bureau. Je me rappelle, le señor Cubedo, monsieur Cubedo. Il va le voir en disant, voilà, je viens vous voir parce que mon fils, c'est le Joselito, c'est le Joselito français. Oui, parce que Joselito était la star en Espagne. En Espagne. Hein. Oui. Il dit, mon fils, c'est le Joselito français. Il dit, ah bon? Alors le monsieur le prend bien. Et il dit, et s'il faut, je vous le fais venir demain parce qu'on est en vacances. Ça l'a fait rire, monsieur. Oui. Il dit, ben menez-le. Et je me suis ramené avec mes deux frères, Vous avez quel âge? 8 ans. Oui. Et on guitare, les deux guitares, et moi je chantais du flamenco à l'époque. Et là, il dit, vous repartez quand? Mon père, il dit, nous repart dans 3 jours. Il dit, non, vous repartez pas, vous restez là, le petit fait l'album. Voilà. C'est extraordinaire. Et j'ai fait l'album en 3 jours. C'est fou. Ah, c'est fou. Et ça a été le point de départ de... Mon point de départ, puisqu'après l'album est sorti. Bon, on a fait ça. L'année d'après, l'année suivante, j'avais 9 ans. Je me suis retrouvé avec Manolo Escobar en première partie. J'ai fait 3 mois de tournée. On chantait l'après-midi et le soir dans les arènes de taureaux. Oui. Et au bout d'1 mois et demi, mon père il m'a arrêté parce que ma mère me manquait.
J'étais trop jeune. On était tout le temps dans le bus, on faisait de ville en ville. On a fait toute l'Espagne jusqu'à la frontière Portugal. Et mon père, il m'a dit, non, tu peux plus tenir. Et au bout d'un mois et demi, il a fallu que j'arrête. Et vous avez arrêté, mais il y avait l'école aussi. Oui, mais c'était en plein été, ça. Oui. Donc après, j'ai repris l'école en septembre. Et il a fallu attendre quelques années pour que... Oui, j'avais des problèmes je muais. Oui, donc... Mon père m'a fait travailler. Moi, j'ai jamais vu ça, parce que quand je dis ça, les gens rigolent. Mon père, on lui disait, il faut lui faire travailler la voix, quand... Il faut le mener chez un professeur classique et tout. Et lui, il a pas trouvé mieux de me mener chez un professeur de jazz. Et alors? Et j'ai chanté du jazz. Mais en même temps, vous aviez envie de faire ce métier. Ouais, mais comme un fou. Et Oui, j'avais que ça dans la tête. Voilà. Et il se trouve que vous avez... Bon, il y a eu ce premier disque, et il y en a eu un autre aussi qui a enflammé les discothèques. Comment c'est venu cette chanson, Sébastien El Château? Pareil. Il fait partie de l'album Que Bonitas. Oui. Il y avait Que Bonitas, Loco Loco, Solo Cantaré, Oye. Et quand Que Bonita a bien accroché, on s'est dit, il faut en sortir un autre. Monsieur Carrère, il dit là, il faut sortir un autre. Allez, il faut en choisir un autre. Et on s'est mis autour de la table et on a sorti Loco Loco. Et il a fait le tour du monde aussi. C'est fou, hein. Alors, surtout dans les discothèques à l'époque où il y avait effectivement que le disco, on dansait sur Loco Loco. Sur Loco Loco. C'était surprenant. C'était une musique d'ambiance. Voilà. Alors, en même temps, il y a des karaokés qui ont repris Loco Loco. Aussi. Que Bonita, Loco Loco, tous mes titres sont en karaoké. Comment vous expliquez ça? Je sais pas, c'est le succès peut-être. Mais en plus, dans les karaokés, vous aviez des amateurs qui ne parlent pas forcément espagnol et qui chantaient. Et qui chantaient, oui. Bon, c'était un peu... ça chantait un peu espagnol et un peu français, mais bon, ça le faisait quand même. Et le karaoké, on a un peu oublié, il est né au Japon à la fin des années 60. C'est un monsieur qui s'appelait Shigeshi Negishi, qui est mort à 100 ans, qui a créé le karaoké. Et c'était l'assemblage de deux mots japonais, kara qui signifie vide et oke sutora qui signifie orchestre. Karaoké. Et en même temps, on a un peu oublié qu'en France, dans les années 60, les biscuits alsaciennes avaient fait une collection de disques de yéyé avec le playback sur lequel on pouvait chanter. D'accord. C'est l'ancêtre du karaoké. Ces chansons, comment elles sont venues, les premiers titres, comment les avez-vous choisis? On travaillait en équipe. Alors le producteur arrivait, il avait une idée. Gérard Tempessi, il avait une idée. Il nous faisait du yaourt. Il chantait, il nous faisait du yaourt. Et nous, on mettait les paroles dessus. Et ça a marché d'un coup, de suite. Le premier titre, Que Bonita, Loco Loco, et l'album, bam, il a explosé. Mais, et pas seulement en France. Dans le monde entier. J'ai un copain qui m'appelle, je vous promets, il y a 3 ans de ça. Ça fait pas longtemps, 3 ans. Il m'appelle, il me dit, je suis au Brésil. Il me dit, hier soir, j'ai dansé sur ton medley. Je dis, c'est pas possible. Il me dit, je suis rentré dans la plus belle discothèque du Brésil. Il y avait que des jeunes. Et ils ont passé ton medley, Que Bonita, Loco Loco. Tout le monde dansait. Mais vous expliquez ça parce que vous avez inventé quelque chose, vous avez été le premier. Je pense qu'on a inventé, on a inventé cette magie du flamenco avec le mélange du disco. C'est nous qu'on l'a inventé. Et ça a été repris partout depuis. Après, depuis, tout le monde est arrivé avec ça. On mélange un peu les gypsy, le flamenco, on mélange un peu tout ça. Aujourd'hui, oui. À l'époque, nous on a sorti le disco, vraiment disco gypsy. Et maintenant, c'est un peu un mélange de tout. Avec le gypsy, c'est simple, on peut chanter n'importe quelle chanson et ça le fait. Et on vous surnomme à l'époque le crooner gitan. Oui. Ouais, parce que, bon, ça c'est à l'époque de la classe alors. Oui, exactement. Ouais. Alors justement, il y a eu la classe et vous avez commencé à chanter en français au moment de la classe. Imagine que toute l'eau des rivières soit les larmes de joie d'un peuple entier. Imagine qu'on efface. Alors là, c'est Guy Lux qui vous a dit, il faut que tu chantes en français. Ça c'est la chanson préférée de Guy. Oui. Et c'est vraiment lui qui a eu envie que... En fait, moi je sors en 78, on fait l'album, jusqu'en 86, je fais Que Bonita, Loco Loco, du gypsy, je fais le tour du monde. Et quand je me retrouve dans la classe, j'avais les cheveux longs, les gens je faisais penser un peu à My Brandt. Et comme je chantais des chansons d'amour tous les soirs à la guitare, Guy me dit, on va te produire un album, mais tu chantes plus gypsy. Pour le moment, on met de côté, on va faire des belles balades.
Et c'est Guy qui m'a dit, il faut que tu fasses du français. Et c'est grâce à lui si j'ai commencé à chanter en français, quoi. Et je me souviens du clip où on vous voit au bord de la mer avec la mer derrière ou un port derrière. Oui, je l'aime, la chanson, Voilà. c'est ma première chanson. Voilà. Mais vous aviez envie de chanter en français, vous n'imaginez? Oui, j'avais beaucoup envie. Mais c'est très différent quand même d'être un chanteur romantique et de faire du gypsy. Oui, je faisais du gypsy. J'avais des belles balades en espagnol aussi. Il y en avait des belles. Amor et Libertad, Solo, j'avais des belles chansons aussi. Mais mon envie, c'était de chanter en français. Mais quand on a fait du gypsy comme ça pendant des années, qu'on se reconvertit, c'est pas évident que le public suive. Ah ben ça, c'est la classe, hein. Quand je dis la classe, l'émission, la classe, Oui. c'est grâce à ça que les gens ont suivi. Parce qu'on me voyait tous les soirs, et tous les soirs, Guy me faisait chanter une chanson de l'album en fin d'émission. Donc ça a pris, il était très fort pour ça. Mais en même temps, est-ce que les gens de la classe faisaient le rapprochement avec le chanteur du gypsy? Ils avaient oublié. Oublié totalement? Ah oui, totalement. C'est quand même bizarre. C'est bizarre. Alors, en même temps, vous aviez le côté dans le monde entier, on dansait sur vos chansons, Oui. et la classe à côté. Oui, à côté. Comment on peut vivre ça? Moi, je l'ai bien vécu parce que quand des fois on m'appelait, on me disait, je faisais la classe, on m'appelait, on me dit, il faut aller au Portugal, il faut aller en Espagne, il y a une soirée gitane, il faut que tu sois là avec Ebonita. Hop, je partais. Voilà. Et le lendemain, je me retrouvais à Strasbourg en train de chanter mes balades. Voilà, c'est juste une question d'organisation. Je suis gitan, je voyage. Voilà. Et ben, écoutez, vous avez fait encore beaucoup d'autres choses. Et il y a une autre date dans votre parcours qui est le 19 janvier 2001. À tout de suite sur Sud Radio avec Sébastien Elchâteau. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Sébastien Elchâteau ou Sébastien, Oui. parce que vous faites tellement de choses. Ouais. On parlera tout à l'heure de votre nouvel album. On a évoqué la classe. On a évoqué le chanteur qui a mis le flamenco à l'honneur. Et il y a une troisième activité. Et il y a une première le 19 janvier 2001 que vous n'avez sans doute pas oubliée. Avoir une fille, elle est ma vie, elle est mon sang, elle est le fruit de mes 20 ans, et je maudis Alors, tous ces amants. Palais des Congrès ce soir-là, première de Roméo et Juliette. Qu'est-ce qu'on ressent? C'était énorme pour moi. Pour moi, c'était énorme. Parce qu'en plus, c'est moi qui avais le plus de métiers Oui. que les autres. Ils étaient jeunes. Moi, j'arrivais, j'avais déjà 20 ans de métier, 30 ans de métier. Il y avait Cécilia Cara, il y avait tous ceux qui Il y avait débutaient. Cécilia Cara, il y avait Damien, qui sortait quand même. Damien, il est sorti d'une comédie musicale, Ouais. il était doublure, mais il avait déjà fait de la scène. Mais la petite Cécilia, elle avait 15 ans. Donc, pour moi, ça a été un autre tremplin, en Oui, parce fait. que vous arrivez sur scène en direct dans un spectacle qui n'est pas le vôtre, Non. avec 4000 personnes dans la salle. Complètement. Et ça a duré 3 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent le premier soir? On a peur? Ben, le premier soir, c'est pas une peur, c'est dire, est-ce que ça va marcher? Oui. Parce qu'à l'époque, les comédies musicales, il fallait s'accrocher quand même à Notre-Dame. Oui. Ah bah, il y a eu Notre-Dame de Paris qui a donné l'idée à Albert Cohen de faire les 10 commandements. 10 commandements. Et après, il y a eu Nous, on quelques- était en face. Oui, Nous, oui. on était en face. On est sortis en même temps que les 10 commandements. Voilà. Et il fallait s'accrocher, quoi. C'est un pari que la production Gérard Louvain a gagné et Gérard Persegueux qu'ils ont gagné. Parce que quand même, ils se sont dit, on va le faire, le pari. Le décor, il était monstrueux. Reda, c'était le chorégraphe, le metteur en scène, ça tuait. Et moi, j'avais une belle chanson quand même. Quand avoir une fille, fallait la chanter. Hein. Et tout ça a commencé par hasard lorsque vous avez accompagné un copain à une audition. Complètement. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un pote qui monte de Marseille. Moi, j'étais à Marseille, donc j'étais à Paris, pardon, et j'ai deux amis de Marseille qui montent des chanteurs. Tu peux nous mener à l'époque, c'était les anciens plateaux de Sacrée Soirée, Oui, exactement. à la Plaine Saint-Denis. Oui. Il me dit, on va faire une audition. Je dis, ah bon? Il me dit, ouais, c'est Roméo et Juliette, on va faire une audition, tu vas voir. J'ai dit, ah ben, je vous mène. Et avec eux, il y avait un espèce de producteur, un ami à moi, Gilbert, qui était là, qui dit, bon, écoute, ben, tu nous mènes, allez. Et arrivé là-bas, mon frère Sandro s'arrange avec mon ami, il lui dit, écoute, mon frère, il va pas le savoir, sans qu'il le sache, inscris-le. Mais tu mets son nom de famille. Tu mets pas le nom et le château. Oui, votre vrai nom. Mon vrai nom, Sébastien Baldonato. Oui. Mais moi, je m'y attends pas. Et pourquoi il a fait ça? Parce que je voulais pas le faire. Oui. En Et lui fait. voulait. Et mon frère, il dit, vas-y, inscris-le. Il y croyait. Il y croyait. Et quand j'arrive sur le plateau, il y avait 10 ou 20 chanteurs. Tout le monde passe, et les petits passent en dernier. Oui. Donc ça le fait pas. Et on part, on sort. Et là, j'entends une grosse voix, c'est Gérard Persegueux, Monsieur Sébastien Baldonato. Et là, je regarde mon ami, je dis, il m'a appelé, non? Et mon pote, il me dit, oui, il t'a appelé. Et je te le dis, défonce-les.
J'ai dit, tu m'as inscrit? Il me dit, oui, défonce-les, vas-y. Je suis monté, j'ai levé la veste et j'ai chanté Imagine Oui. a cappella. Oui. Et quand j'ai ouvert les yeux, Gérard Perzurvi qui m'a regardé et m'a dit, c'est toi le papa. Et vous avez fait le compte Capulet. Mais Oui, non, c'est incroyable. Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Ah, je dis non, mais attendez. Je dis oui, non, moi, je vous ai chanté une chanson, c'est une composition. Il me dit, non, mais c'est toi, tu nous intéresses. Oui. Dans le cast, il y en a 3, mais toi, tu nous intéresses vraiment. Et je me suis retrouvé devant Gérard Louvain, devant Daniel Moine, tous les gens du métier. Bon, mais Seb, je dis, oui, on y va. Voilà, et vous êtes y allé. Je suis allé. Ça a changé votre vie. Ça a changé ma vie, oui. Parce que faire une comédie musicale, j'arrive pas à vivre en communauté. Oui. Moi, je suis un garçon, j'aime bien être solitaire. Mais je me suis fait des amis, je me suis fait une famille. On a rigolé, parce qu'on rigole. Hein. On travaille, mais on rigole. Puis après, de là, j'ai fait 3 ans en France. J'ai fait avec toute la tournée en France. J'ai fait la Chine, j'ai fait le Japon, j'ai fait la Russie, j'ai fait quand même avec avoir une fille, je crois que j'ai fait toute l'Europe. Mais comment expliquer justement que cette comédie musicale ait fait le tour du monde? Mais écoutez, déjà l'histoire, Roméo et Juliette, déjà, Shakespeare. En fait, il a écrit cette histoire, on ne sait même pas quand, c'est une de ses premières pièces Oui. qui a été créée même à l'époque où il était même pas connu. Ah non, Et c'est une pièce inspirée par d'autres pièces, il y a une dizaine de spectacles qui ressemblent à Roméo et Juliette. exactement. Et lui, il avait ça dans la tête, il dit, il faut que je fasse une comédie musicale, il nous expliquait, Gérard. Et une fois avec sa femme, il dit, il faut trouver. Et il dit, Roméo et Juliette. Voilà. Et il a vu l'image quand il nous expliquait, il voyait l'image de la gamine, il voyait de Cécilia, il voyait un garçon de 16-17 ans, et il a monté ses personnages au fur et à mesure. Il a monté ses personnages, et ça a donné ce que ça a donné. Hein. Exactement. En même temps, vous connaissiez, vous, Roméo et Juliette de Shakespeare, vous l'aviez déjà? Non, je vous dis la vérité, moi j'ai vu le film de Zeffirelli, Oui. tu m'as dit, tu regardes ça, Oui. j'ai regardé le film, et dans ma tête, je me dis, mais moi, le père, je vais faire quoi là? Et quand Reda est arrivé, il nous a expliqué, je vais tout rechanger, je vais tout remodeler, il y aura le bal, il y aura ci, il y aura ça. Et quand on m'a dit, tu dois chanter cette chanson, quand j'ai fait la connaissance de la chanson, je ne suis pas arrivé à la chanter le premier coup, parce que moi j'ai 3 filles. Oui. Ça, j'ai pleuré. J'arrivais pas. Ça tombait tout seul. Et au deuxième coup, bam, dans la boîte. Et puis, il y a eu une autre comédie musicale dans la foulée, vous avez fait Les Enfants du Soleil. Là, je me suis régalé. Aussi. Là aussi, c'était presque une histoire de famille. Très belle expérience. C'était Didier Barbelivien, Cyril Assous Et il y avait Arcadie et Arcadie. qui mettait en scène. Et là aussi, c'était quelque chose de proche de votre famille. Oui, C'était une histoire qui... des pieds noirs, Voilà, les colons. voilà. C'est un peu l'histoire de ma famille aussi, oui. Ouais. J'avais le rôle du père encore. Et là aussi, on vous avait appelé à la suite de Roméo et Juliette? Aussi. Didier, il me dit, écoute, je vais pour mon fils. Oui. Mon fils, il me dit pas, j'aimerais aller. Viens, on y va, c'était à Marseille. Et quand j'arrive, Didier me dit, là, il y a la pause, tu veux pas me chanter avoir une fille? Je dis oui, je chante avoir une fille. Oui. Et Charlotte Allard, il dit, mais pourquoi on le prend pas? Il est là, pourquoi on le prend pas? Il nous manque le papa pour le colon français. Et Didier me dit, ça t'intéresse? Je dis, ça dure combien? Il me dit, écoute, ça va durer. Je dis, allez, ça va, je pars avec vous. Voilà. Et moi, je suis comme ça, c'est sur un coup de tête. Allez, hop. C'est venu comme ça. Ouais, je suis venu. Alors, ça vous a pas empêché de continuer à chanter votre répertoire Ouais. et à continuer à préparer l'avenir. Et il y a une chanson populaire espagnole que vous avez reprise à votre façon. Cuando calienta el sol aquí en la playa, solo me falta tú cerca de mí. Alors, toute la génération connaît cette chanson, qui est une chanson d'origine d'ailleurs du Nicaragua. Oui. Hein, et vous avez repris cette chanson parmi d'autres parce que c'est aussi votre façon de travailler et de reprendre des classiques. Et vous savez pourquoi j'ai repris cette chanson? Non? Parce que j'ai bien connu Rafael Galloso, Oui? de Machucambos. Oui? Et quand j'étais petit, je les voyais les 3. Et eux, il a chanté version balade mexicaine. Cuando calienta el sol. Et j'adorais cette chanson. Puis un jour, en réfléchissant, avec mes frères, tout ça, on parlait, on va faire un album un peu gypsy, un peu ambiance et tout, parce que ça me manquait, en fait. Après la comédie musicale d'Arcadie, j'avais envie de revenir sur le gypsy, parce que moi, un coup, je chante du gypsy, un coup des balades. J'ai dit, on va faire un album de reprise. Et celle-là, elle nous est venue de suite.
Quando calienta el sol. Et ça a marché très fort. Oui, et exactement. Il faut savoir que les Macho Cambos ont été les premiers dans les années 50-60 à lancer les cabarets latins à Paris. Oui. Parce que personne n'y croyait. Alors, il y a aussi une autre chanson que vous avez écrite pour quelqu'un d'autre. No pierdas la esperanza, sé que llegará, y tu vida en el futuro se alumbrará. Kenji Girac, effectivement, on vous a demandé d'écrire pour Kenji Girac. Ça aussi, c'est une autre expérience. C'est une autre expérience aussi. En fait, c'est l'attaché de presse qui s'occupait de lui de la maison de disques, Alain Yamis, qui est un ami à mon frère Sandro. Il dit, écoute, Kenji, il sortait, hein, il venait à peine de sortir de The Voice. Oui. Et il va dans le bureau, il dit, bon, on va te faire un album, on va te mettre des équipes et tout. Il dit, les gars, j'aimerais chanter au moins une chanson en espagnol. Et il dit, écoute, on va essayer de trouver des compositeurs. Mais cette chanson, elle devait partir pour Ricky Martin. D'accord. C'était Ricky Martin qui était dessus. Mais vous savez comment ça se passe aux États-Unis. On vous rappelle, il va écouter, l'équipe va écouter, il faut remixer, si et ça. Bon, quand Alain Yami m'a appelé en me disant, le petit, il veut une chanson, j'ai dit, écoute, nous on en a une, qu'il écoute, si ça y plaît, il la prend. Voilà. Et quand il a écouté, il a craqué. En plus, quand il a su que c'était El Château, parce que quand il était jeune, et il écoutait mes chansons, ça pleure aussi un homme, tout ça, il me connaît bien. Et son papa aussi, et je les embrasse. Et il a pris la chanson. Ce qui est étonnant avec vous, c'est tous les rythmes que vous avez imposés. Par exemple, la rumba. Oui. La rumba, qui est une danse de salon Oui. très ancienne, cubaine, vous l'avez adaptée à votre façon. Oui. Avec ça aussi, il faut avoir le secret, il faut avoir quelque chose pour faire ça. Mais parce que quand on a une famille, je sors de famille, on est des latinos quand même. Oui. Et mon père, il écoutait beaucoup Xavier Cugat. Oui. À l'époque, toutes ces chansons, quand j'ai écouté Bésame Mucho, quand j'ai écouté La Historia d'un Amor, par Gloria Lasso, tout ça, là, j'écoutais, et moi, j'apprenais. Et aujourd'hui, sans le vouloir, je ressors tout ça. Voilà. Et Histoire d'un amour, c'est Gloria Lasso qui l'avait créé, et ça a été repris par Dalida, qui est devenue la rivale de Gloria Lasso. Exactement. Et qui l'a matraqué. Ah, ben oui. Ça a été quelque chose. Et puis, il y a une autre grande aventure, c'est celle d'un dessin animé. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste Encore le tour du canto monde me avec Coco, ce dessin animé de Walt Disney. C'est le 139e dessin animé de Disney. J'ai été oscarisé avec tous les chanteurs. Exactement. Mais comment c'est venu, ça? Moi, je vous explique l'histoire. Le patron de Disney France, Boilem, qui est un ami, je le rencontre il y a à peu près 20 ans pour une association au Maroc. Et le soir, moi, j'aime bien prendre ma guitare et chanter. Et on était tous autour de la table, les artistes et tout. Je prends ma guitare et je chante. Et il me dit, oh là là, un jour, tous les deux, on va se croiser et tu vas voir, je vais te faire travailler. Ok. 20 ans après, il m'appelle. Il me dit, c'est Boilem. Disney. Je dis, oh, Boilem. Alors, on discute et tout. Comment tu vas? Et tout, les enfants et tout. Bon, on parle de la vie, mais on parle pas de... Il me dit, écoute, il y a un dessin animé qui va sortir, c'est Coco. Moi, j'aime pas trop la chanson. La chanson est très belle, mais je trouve que pour un truc mexicain, ça manque de mariachi, ça manque d'ambiance. On tente de le faire. Je dis rien au grand patron américain. Ça, c'est la vraie histoire. Je dis rien. Ouais. Et il me dit, on le tente en studio. Dis-moi comment tu peux le faire. Donc, vous avez écouté. Nous, on fait cette version un peu mariachi et tout. Et il dit, je l'envoie. Si ça plaît, il a envoyé, 24 heures après, l'Américain, le grand patron américain de Pixar, a dit, voilà. Dans tout le monde entier, on garde la version qu'on a, et l'Europe, c'est Sébastien Château qui chante la sienne. Incroyable. Ah ben oui, énorme. Mais alors, on sait que cette chanson le film a été rebaptisé Viva au Brésil, parce que le terme coco est proche d'un mot portugais qui signifie un mot en 5 lettres qu'on connaît bien. Oui, c'est assez extraordinaire. Oui. Et là aussi, l'univers du dessin animé, c'est encore un autre univers pour vous. Oui. Moi, j'ai bien aimé faire... Bon, après, je n'étais pas dans... J'ai pas doublé de voix, moi j'ai chanté juste le générique de fin. Mais quand j'ai connu un peu comment ça se passait, j'étais là-bas, quand j'ai vu tout ce qui se passait, c'est magnifique, c'est trop beau. Et puis en plus pour vos enfants, c'est un bonheur de... Mes enfants, ils sont contents. J'ai mes petits-enfants qui regardent et ils attendent de la fin du film pour m'entendre chanter. Voilà, c'est fou. On n'aurait jamais imaginé ça à vos débuts. Non, jamais. Alors, c'est justement, il y a d'autres choses qui se sont passées. Et puis, il y a cet album qu'on va évoquer, qui est sorti le 14 février 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Sébastien El Château.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Sébastien El Château, un parcours incroyable depuis l'âge de 5 ans, entre les gypsies, Roméo et Juliette, Coco, oscarisé, c'est assez fou, mais c'est vrai qu'avec le recul, on se demande comment vous avez fait, et puis je ne sais pas si vous mesurez tout ce qui s'est passé. Non, et je veux pas. Voilà. Alors, 14 février 2025 est sorti un nouvel album qui s'appelle Racine, et c'est un album, et le titre est explicite, qui est un retour aux sources. Pourquoi cet album au départ ? Déjà, je me suis dit, en prenant de l'âge, j'aime bien retourner un peu aux racines. Donc, on a fait cet album-là. C'est pas du gypsy, on va appeler ça de la pop flamenco. Parce que la pop flamenco marche très fort en Espagne, et tous les chanteurs espagnols qui font de la pop flamenco se retrouvent tous aux États-Unis. Et qu'est-ce que c'est exactement la pop flamenco ? Le gypsy, c'est Que Bonita, c'est tout ça. C'est Gypsy King, tout ça, c'est gypsy, c'est fête. Et la pop flamenco, c'est plus dans les entrailles. C'est plus c'est des petits tempos qu'on met avec des cajon, des palmas. Et là, on peut mettre ce qu'on veut. Voilà. Et donc, vous avez au départ décidé de faire cet album. Il y avait beaucoup de chansons. Il fallait faire une sélection. La sélection, c'est simple. On a pris toutes les chansons qui ont été le plus vues et plus écoutées sur Internet depuis. Ouais. Et on s'est dit, on va prendre les meilleurs qui ont été les plus écoutés et on va en faire un album. Voilà, pour justement essayer de toucher celles et ceux qui sont sur Internet, qui sont de plus en plus nombreux. Mais oui, exactement. Alors, l'une des premières chansons, c'est un hommage familial et un hommage à une autre chanteuse. Je voudrais choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire les voix de ceux qui m'ont appris. Il n'y a pas de rêve interdit. Parler à mon père, un double sens, d'abord un hommage à votre père. Déjà, quand on m'a proposé de faire cette chanson, j'ai dit oui, je la fais de suite parce que mon père, il a fait beaucoup pour moi. C'est lui qui a tout fait au C'est lui départ. qui a tout fait et je le remercie en chantant cette chanson. Il devait être fier de vous. Il était très très fier de moi. Il pensait que vous iriez aussi loin ? Oui. Voilà. Et, Vraiment, oui. Et vous le pensiez ? Oui. Ah. Oui. À des moments, non. Oui. Parce que vous savez que dans une vie de chanteur, on a des hauts, des bas, des très hauts et des très bas. Oui. Mais j'ai jamais baissé les bras parce que mon père, il m'a toujours dit, bats-toi. Et effectivement. Alors, vous étiez El Château, vous êtes devenu Sébastien. Sébastien Château. Pourquoi ? Si je m'appelle Sébastien. Oui. En fait, l'histoire de Château, mes amis et les gitans m'appellent Château. Parce que mon oncle s'appelait Château, c'était son surnom. Oui. Et il s'appelait Jean. Et mon parrain, Sébastien. Donc, j'ai Château pour mon oncle et Jean-Sébastien pour mon parrain. Voilà. Donc, un jour, vous avez décidé qu'il fallait mélanger les J'ai deux. dit, on va mettre les deux, Sébastien et Château. Alors, il se trouve aussi que cette chanson, c'est un hommage à Céline Dion. Si vous voulez, oui, parce que en fait, j'ai rencontré Jacques Veneroso, qui est un ami en plus. Je lui ai dit, Jacques, si t'as une chanson, je prépare un album. Si t'as une petite chanson au fond du tiroir, là, moi je la prends. Il me dit, mais tu composes, tu fais des belles chansons, toi aussi. Mais on a travaillé sur Ginette Renaud ensemble et tout. Je dis, oui, mais bon, tu vois, des fois, si on change la plume. Mais écoute, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu reprennes la chanson de Parler à mon père, que Céline Dion a chanté. Parce que quand je l'ai composée, je sais pas pourquoi, j'avais ce balancement de la main, j'avais l'impression que je faisais du gypsy. Je suis rentré en studio, j'ai fait la chanson. Et à la fin de la chanson, le dernier couplet, il était en français, c'est où il y a la module. Oui. Je me dis, il manquait quelque chose. Et je prends la décision d'écrire en espagnol le dernier. Je lui envoie, je lui dis, écoute, il y a une surprise, je veux rien, je veux juste que tu écoutes. Quand il a écouté, il m'a dit, banco, ça sort comme ça. Céline Dion est au courant ou non ? Je pense. En tout cas, moi je me souviens non pas de son père mais de sa mère lorsqu'elle est arrivée à Paris et que personne ne voulait d'elle dans les années 80, sa mère était derrière elle et croyait en elle. Aucune télévision ne voulait la programmer et tout ce qu'elle a trouvé c'est Croque Vacances, une émission de Claude Pierrard pour la jeunesse, parce qu'on était persuadé que c'était une chanteuse pour les jeunes. Exactement. Et c'est fou. Et moi je me rappelle de Céline Dion quand elle est venue dans la classe chanter Il m'a quitté. Oui. Je me rappelle, elle était assise, elle bronchait pas. Et quand elle a chanté, waouh, ça a déménagé. Mais personne au départ ne s'en était aperçu. Il y a M. Drucker qui l'a beaucoup aidé aussi. Oui, dans Champs-Élysées, elle a fait le premier Champs-Élysées. Elle avait tellement peur qu'elle ne voulait pas rentrer en scène et qu'on l'a poussée pour qu'elle entre en scène. Exact. Alors ça, c'est une des chansons de ce nouvel album Racine. Une autre, Reste avec elle. Reste avec elle,
J'essaierai de vivre ma vie sans elle. J'essaierai d'oublier ces nuits tellement près d'elle, où l'on s'aimait en mourir jusqu'au dernier soupir. D'après les statistiques, ce serait la chanson la plus écoutée Oui. sur Internet. C'est celle-là. Ouais. Et parce que cette chanson, quand je l'ai sortie, ça me fait ça m'émeut parce que cette chanson, je l'ai sortie quand on l'a composée avec Gérard Tempesti, je crois que j'avais 19 ans, 19. Et c'est sorti avant la classe. Hein. Oui. C'était des maquettes qu'on faisait. C'est sorti beaucoup avant la classe. Et puis après, on l'a sorti. On a sorti en single et ça a marché, mais du tonnerre. Et là, je me suis dit, il faut la reprendre. Mais telle qu'elle était. Telle qu'elle était, j'ai juste changé le truc côté pop flamenco, mais je l'ai laissé comme elle était. Mais comment expliquer justement que à l'époque où il n'y avait plus Mike Brandt, vous étiez le nouveau Mike Brandt, vous auriez pu continuer dans cette voie. Oui, mais ça a gêné beaucoup de gens dans le métier. Ah bon? Oui, Pourquoi? je sais pas, mais ça a gêné beaucoup de Vous gens. n'aviez pas des tendances suicidaires pour Non, c'est pas ça, c'est que j'arrivais dans des émissions, après c'est le métier. Oui. Moi j'avais mon attaché de presse à l'époque, Jean-Paul Barkoff. Oui. Lui quand il arrivait, il disait « J'ai le nouveau Mike Oui. ». Donc Jacques Martin il dit « Donne-moi-le, toutes les émissions ». Et il y avait des producteurs, ils disaient « Non, Mike c'était notre ami, il faut pas dire c'est le nouveau, c'est pas le nouveau ». Et ça m'a un peu... Mais moi je voulais pas, moi je voulais rester moi. Ben, En fait. vous êtes resté vous, et ça vous empêche pas sur cet album de reprendre des chansons qui ont eu leur heure de gloire comme celle-ci. Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis emmène-moi. Et moi je suis prêt à tous les sillages, vers d'autres lieux, d'autres rivages. Elle est d'ailleurs Mais Pierre elle Bachelet qui passe nous a quittés beaucoup trop tôt. Pourquoi cette idée? Pourquoi cette chanson? Pierre c'était mon pote. Ah bon? Ouais. Et mon grand ami. Et quand il a fait il avait refait l'album il a fait un hommage à Brel Oui, absolument. à l'époque. Oui. J'étais à Paris et je me retrouve au studio de la Grande Armée avec lui. Et il y avait une chanson qui passait et je lui dis tu sais Pierre là, j'entends ça parce que j'aime bien faire les chœurs. Et il me dit parle plus, tu vas derrière le micro et fais. Et je lui ai fait les chœurs de la chanson. Il s'est régalé. Et depuis, après, on est restés très potes, on allait manger ensemble, tout ça, c'était vraiment quelqu'un de bien. Exactement. Alors, il était le sosie de Brel, pratiquement, Oui. à tel point qu'un soir, il m'avait raconté, il va, après une tournée dans une discothèque où il y a quelques femmes qui est un peu tarifée, et on le voit, on fait « Oh, monsieur Brel, on vous a pas vu depuis 6 mois !» On l'a confondu avec Jacques Brel. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils se ressemblaient. Oui, complètement. Et il est vraiment parti trop tôt. Malheureusement. Quel talent. Un talent immense, avec des Immense. chansons immenses. Immense. Et une modestie totale. Très gentil. Autre chanson de cet album, alors là en espagnol, c'était Quiero. No hay nadie que te quiera como yo te quiero, amor. No hay nadie que soporte los caprichos de tu amor. No hay nadie que te ama. No hay nadie que te hablas como yo. Alors cette chanson aussi, c'est un classique de votre répertoire en espagnol. Non. Alors Non ça, je vais vous expliquer. Ouais. Mon frère, il me dit, j'aimerais en composer une. Mon frère Sandro, qui est arrangeur, il dit, j'ai une idée dans la tête, un peu style Luis Miguel, tout ça. Je dis, ouais, si tu veux. Il me dit, viens demain, la chanson, elle sera finie. Tu n'auras plus que le texte à faire. Et le lendemain, je suis retourné au studio, j'avais la mélodie, il m'a chanté le yaourt. Direct, je l'ai chanté. Le texte est venu en 1 heure. C'est fou, hein? Parce qu'il m'a donné les mots-clés. En même temps, est-ce que c'est plus facile d'écrire en espagnol qu'en français? Pour moi, oui. Pourquoi? Je sais pas. Parce que je sais pas si c'est pas. Parce que je sais pas. Pour moi, c'est plus facile d'écrire en espagnol. C'est beaucoup plus facile. Les mots sont plus faciles en espagnol, en fait. Oui, mais en même temps, vous écrivez en espagnol, vous chantez en espagnol, vous mélangez les deux maintenant, l'espagnol et le français sans problème. Complètement, oui. C'était pas évident au début. Oui, mais depuis tout petit, je chante espagnol et français. Voilà. Alors, autre chanson de cet album, mais elle, c'est un message d'espoir qui est un de vos classiques, c'est la vie. C'est la vie, la vida c'est la vie, oh, c'est la vie, la vida c'est la vie, oh, c'est la vie, la vida c'est la vie, oh, c'est la vie, la vida c'est la vie. Là aussi, c'est un classique de votre répertoire. Oui. Ça, c'était un single qui est sorti il y a 5-6 ans. Oui.
Et j'ai voulu le refaire un peu, le rendre un peu comme à l'époque d'Alida, quand je faisais les duos. J'ai dit à mon frère Sandro, il faudrait le faire un peu oriental. Et on a mis les cordes orientales, on a mis les darboukas et tout. Et celui-là, il marche très bien aussi. Oui, il y avait déjà plusieurs versions de C'est la vie. J'en ai entendu 2 ou 3 sur Internet. 2 ou 3, oui. Ouais. C'est la vie, c'est la vie. Oui, j'en avais 2 ou 3, mais celle-là, c'est la dernière. Voilà. Mais à chaque fois, transformer une chanson, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Quand on prend une chanson qui est déjà connue, qu'on a déjà faite, il faut retravailler les arrangements, il faut travailler les harmonies, il faut savoir où on va. Mais on a réussi, je crois. Mais il faut oublier la précédente, surtout. Et il faut oublier, oui. En plus, je ne sais pas si vous le savez, la vie est le mot le plus employé dans les chansons dans l'histoire de France. Il y a eu un sondage là-dessus. La vie qui va, c'est ma vie, c'est beau la vie, Oui. que Jean Ferrat a écrit après l'accident d'Isabelle Aubray. Le mot est très courant. Et puis, courant, oui. et puis c'est la vie, ça vous correspond parfaitement parce que vous avez toujours été à la fois un optimiste mais un réaliste, Exact. Sébastien El Château. Oui. Mais c'est la vie aussi. C'est un mot qu'on dit dans le monde entier. Oui. Et en même temps, vous avez eu des moments fabuleux, des moments plus difficiles. Ah oui, très difficile, oui. C'est-à-dire. Quand il n'y a plus de travail, quand on ne vous appelle pas, quand le téléphone ne sonne pas, ça arrive à tous les artistes. Bien sûr. Mais moi, heureusement, j'ai ma famille. Oui. Qui a toujours été là. Je suis très entouré. Et ces passages ont été très courts. Oui. Petits passages courts, des fois des passages longs. Mais des fois, les gens, ils croient que parce qu'on ne nous voit pas, on ne travaille pas. Mais en fait, moi, je suis souvent à l'étranger. Bien sûr, c'est pour ça qu'on croit que vous ne travaillez pas. Que je ne travaille pas. Et je crois que l'un des plus grands moments de votre vie, c'est le jour où je crois que Bob Marley vous a remis... Ben là, c'était monstrueux. C'était notre premier disque d'or avec Ebonita LS, c'était au Palace. Oui. Et c'était Katia Promotion qui faisait des soirées disque d'or. Et ça venait à moi, avec le groupe, on devait chanter. Et c'est Bob Marley qui me remet le disque d'or. C'est quand même fabuleux. Oui, il était là. Par hasard. Il était là, il faisait partie de la soirée, il est venu, il a dit, moi, ça vient à moi, tiens, il m'a donné. Vous avez parlé avec lui? Non, on s'est juste dit, mais j'ai même pas vu que c'était lui. Ah bon? J'étais tellement dans le... C'est après qu'on m'a dit, mais c'est Bob Marley. Ah bon? Et dans cet album, il y a une chanson qui correspond exactement à l'inverse de ce que vous êtes, Mal dans ma peau. J'ai besoin d'elle à mes côtés pour me guérir, me faire rêver. Je me sens mal dans ma peau, j'ai pas trouvé les mots. Je voudrais changer l'histoire, qu'elle sorte mal. Alors, cette chanson, c'est l'exemple type d'une chanson qui part d'un titre. Oui. En fait, quand j'ai composé cette chanson, j'ai composé la musique. Et à l'époque, je mène ça à monsieur Guy Matteoni, Oui. qui était l'arrangeur. J'ai dit, Guy, écoute, j'ai ça. Il prend le piano, il se met, il commence à faire les arrangements. Et avec Claude Mengui qui était avec nous, c'était lui qui devait écrire le texte. Et il me dit, mais tu veux dire quoi? Encore des je t'aime, et si et ça? Je lui dis, non. Je veux que ça soit une chanson d'amour, mais je veux pas qu'on utilise toujours les mêmes mots. Et j'ai dit, tu sais, moi, et là, je dis, je me mets au piano, je dis, tu vois, je me sens mal dans ma peau, je lui donne que ça. Et il me dit, stop, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça. Alors, cet album, c'est une reprise en même temps transformée, mais en même temps l'avenir maintenant, Sébastien El Château. L'avenir, c'est Beko. En 2026, oui. Je retrace la vie de Gilbert Bécaud. 1h30 de spectacle sur scène, avec 4 musiciens. Oui, avec ses chansons. Avec que ses chansons. Et vous avez bien raison, parce que tout le monde a oublié Gilbert Bécaud aujourd'hui. Pas moi. Voilà. Et c'est vrai que sur scène, il était incroyable. Écoutez, c'est du bouche à oreille et j'ai déjà 20 dates. Mais comment est venue l'idée de faire Bécaud? Moi, ça fait longtemps que je voulais refaire Bécaud. Parce que j'ai connu Gilbert, moi. Oui. À l'époque de la classe. Quand il venait, je prenais la guitare, je chantais toujours une chanson ou deux de lui. Et un soir, il était dans la loge, on faisait un 20h30, il dit à Guy, mène-moi le petit gitan là, j'aimerais qu'il vienne là dans ma loge. Et je descends dans sa loge, et on s'est pris un petit verre de whisky tous les deux. Oui. Il m'a dit, chante-moi maintenant. Et j'ai fait chantement avec ma guitare, j'ai chanté maintenant. Il a regardé Guy Lux, il a dit, celui-là, il est très bon. Voilà. La preuve, vous êtes très bon, et vous êtes très bon dans cet album Racine que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent et qui vous aiment, et ils sont nombreux. Et puis continuez ainsi, conservez la joie et la musique dans votre cœur. Je vous remercie, Jacques, mais vous m'avez ouvert l'esprit. Je vous promets. C'est un bonheur, merci. Je vous promets, parce que ça fait du bien de parler avec des gens comme vous. Merci. Parce que vous parlez vraiment du métier. Sud Radio, le slogan, c'est Parlons vrai. Voilà, ça tombe bien. Merci à vous. Merci Sébastien El Château. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.